L'économie américaine, numéro 1 de nos jours, ne serait rien sans l'une des familles ayant marqué leur époque comme les plus grands capitalistes de tous les temps. Première puissance commerciale du monde, dans tous les domaines et un dollar plus puissant que jamais ces dernières années, le roi dollar représente à lui seul 60% des réserves mondiales. Le succès américain serait-il dû à une famille en particulier? Et le résultat des guerres européennes aurait-il été différent sans Rothschild? Financer tous les pays d'Europe ou encore contrôler tout le pétrole du continent américain. Pour certains, ils ont volé un marché entier, et pour d'autres, conquis le monde des banques. Au sein de cette vidéo, nous allons clore le débat en revoyant les histoires des deux familles les plus riches de tous les temps, Rothschild et Rockefeller. Deux noms qui font froid dans le dos à certains, ou qui animent envie, espoir et respect chez d'autres. Avant de commencer, je te laisse cliquer sur le bouton s'abonner et liker cette vidéo, ça nous soutient énormément. Commençons avec les rois de l'argent, les Rothschild. La dynastie Rothschild, vue par la majorité comme un complot lié à toutes les actualités mondiales ou encore Emmanuel Macron, voit le jour il y a environ 5 siècles. En effet, à l'époque, il était assez courant chez les juifs de transformer le nom de leur blason en leur nom de famille. Et c'est dans les années 1570 que la maison à l'écusson rouge, Zum Rothschild, voit le jour. Mais le développement de la dynastie ne se fait pas de suite, et commence plutôt dans la fin des années 1790, avec l'un des personnages les plus connus de la dynastie, Mayer Amschel Rothschild. Au départ simple négociant, Mayer Amschel devient réellement banquier et ce dernier, se servant de ses finances, de son réseau et de son intelligence, va propulser les Rothschild à un rang de puissance très élevé en luttant contre Napoléon. D'ailleurs, pour la petite anecdote, qui je tiens à le dire laisse un doute planer autour d'elle, certains pensent que c'est faux, d'autres vrai, nous n'exposons pas d'opinion et nous racontons seulement. Le troisième des fils de Mayer Amschel, Nathan Rothschild, est un des premiers à prendre la défaite de Napoléon à Waterloo. Dès qu'il apprend la nouvelle, il entreprend d'acheter massivement des obligations. Un risque considérable alors que les détails de la bataille ne sont pas encore connus et que rien ne permet de dire que l'Europe en a définitivement terminé avec Napoléon. En misant sur la fin de la guerre et la victoire définitive des Britanniques, Nathan fait en réalité le pari que les emprunts publics vont fortement baisser, entraînant la hausse les obligations. Et c'est bien ce qui se passe. Un an durant, le banquier achète des quantités considérables d'obligations, suscitant l'inquiétude de ses frères et de sa famille installés sur le continent. Lorsqu'il se décide enfin à vendre à l'été 1816, les titres qu'il a achetés ont gagné 40% depuis juin 1815. À la clé, un gain estimé à plus de 600 millions d'euros actuels. Je te laisse écrire en commentaire ton avis sur la question. Reprenons donc l'histoire des Rothschild. Le développement des Rothschild continue de plus belle et prend une ampleur différente lorsqu'avant sa mort, Mayer eut 10 enfants, dont 5 fils qu'il envoya créer ou prendre la tête d'une filiale de la banque familiale, à Londres, Paris, Vienne, Naples et Francfort, donnant les 5 branches de la famille, symbolisées par les 5 flèches de leur emblème, ornant leurs très nombreuses résidences européennes. En effet, en 1818, la branche londonienne lance, conseille et distribue tous les plus grands emprunts internationaux, qu'ils viennent de France, d'Autriche, d'Allemagne ou d'Italie. Les Rothschild se préparent maintenant à renforcer leur position en Europe en élargissant leur réseau de succursales. En 1818, ils avaient 3 succursales. Rothschild Soneux à Francfort, anciennement fondée par Mayer Amschel, Rothschild Son à Londres, ouverte par Nathan en 1810, et Rothschild Frères à Paris, fondée par James en 1817. En 1821, Salomon fonde la société SM von Rothschild à Vienne, et la même année, Charles s'installe à Naples, où il ouvre une nouvelle succursale. Les établissements de Londres, Paris, Francfort, Vienne et Naples constituent la véritable force de la dynastie Rothschild. Ils confèrent à ce qui n'est pas encore appelé la Banque Rothschild une dimension internationale dont très peu d'institutions financières peuvent se vanter à l'époque. Grâce à ces succursales, les 5 frères sont en mesure de servir les investisseurs en obligations gouvernementales de manière plus rapide et plus efficace que la plupart de leurs concurrents, jouant ainsi un rôle de premier plan dans l'intégration des marchés européens des capitaux. Nous n'allons pas plus développer au sujet des 5 branches, ce sujet mériterait une vidéo dédiée. L'histoire de la famille prend pause, si ce n'est que les héritiers de différentes branches se marient entre eux, pour conserver bien évidemment les valeurs et le pouvoir de la dynastie entre eux. Après plus d'un siècle où les Rothschild avaient perdu de leur influence avec la montée du nazisme et du fascisme, les branches allemandes, autrichiennes et italiennes se sont éteintes. C'est la renaissance par un certain David de Rothschild qui, après avoir créé une nouvelle banque en France, prend la tête de la branche anglaise et rallie les deux. Et encore de nos jours, le groupe LCF Rothschild créé par Edmond de Rothschild continue d'exister. Le groupe est présent dans de nombreux secteurs de la finance, du conseil patrimonial, de la gestion, du conseil et de l'assurance. Une dynastie qui évoque guerre, argent et possession. Selon la majorité des estimations, leur fortune aurait avoisiné les 350 milliards de dollars. Et certains l'estiment à 1 trillion de dollars, mais personne n'aura jamais la réponse. Passons désormais à la deuxième partie de la vidéo, les rois du pétrole, les Rockefeller. Commençons directement à s'attaquer à sûrement le plus grand capitaliste de tous les temps, sauveur de l'économie américaine selon certains ou tyran selon d'autres, le roi de l'or noir, John D. Rockefeller. John Davison Rockefeller commence sa carrière professionnelle dès son plus jeune âge, alors qu'il n'est même pas majeur.
Il fait ses débuts dans le monde du travail chez Hewitt Tettle, une entreprise spécialisée dans le commerce de gros. En l'espace de 2 ans, il devient comptable de la société et après 6 ans de service, John sent la fibre entrepreneuriale vibrer et se met à son compte, avec son ami d'enfance Maurice Clark, en reprenant le même business model que Hewitt Tettle, le commerce de gros. À la suite de ça, et avec l'aide de la guerre de sécession, John lance, avec un troisième associé, Excelsior Allworks. Malheureusement, leur alliance ne dure pas et les trois hommes se séparent rapidement en 1865, et John conserve la tête de l'entreprise. Et le plus gros tournant de la vie de John arrive lorsqu'il crée l'entreprise qui deviendra l'une des firmes les plus profitables du monde, la Standard Oil Company and Trust. En 1870, la société de Rockefeller, Andrews et Flagler exploitait les plus grandes raffineries de Cleveland. En 1880, par l'élimination de concurrents, des fusions avec d'autres entreprises et l'utilisation de rabais ferroviaires favorables, il contrôlait le raffinage de 90 à 95% de tout le pétrole produit aux États-Unis. En 1882, la Standard Oil Company et les sociétés affiliées qui étaient engagées dans la production, le raffinage et la commercialisation du pétrole ont été regroupées dans le Standard Oil Trust, créé par Standard Oil Trust Agreement, signé par 9 administrateurs, dont Rockefeller. Par cet accord, les entreprises pourraient être achetées, créées, dissoutes, fusionnées ou divisées, et finalement, les fiduciaires ont gouverné quelques 40 sociétés, dont 14 étaient en propriété exclusive. Fondée en 1882, Standard Oil of New Jersey était l'une des composantes de la fiducie. De par sa conception, la Standard Oil Trust a embrassé un labyrinthe de structures juridiques, ce qui a rendu son fonctionnement pratiquement imperméable à l'enquête et à la compréhension publique. À l'image d'autres riches industriels de son époque, il figure parmi les barons voleurs, ces hommes d'affaires aux manières peu recommandables, accusés de s'enrichir sur le dos de leurs ouvriers. Le début du XXe siècle marque un point décisif dans la vie de John Davidson Rockefeller. Sa compagnie se retrouve en pleine lumière médiatique. De 1902 à 1904, Ida Tarbell publie une série d'articles dans McClure's Magazine. Cette jeune femme fait partie des enquêteurs, des journalistes qui révèlent des problèmes de la société grâce à leurs recherches approfondies. Grâce à ses investigations menées sur plusieurs années, Ida explique comment John Davidson Rockefeller a accumulé sa richesse et a orchestré la faillite de ses prétendus rivaux. La journaliste elle-même est directement touchée par le sujet, puisque son père avait été victime du mania du pétrole lorsqu'il essayait de réussir dans ce secteur. Suite à ces accusations et révélations, la Standard Oil Company est accusée en 1902 de monopole, et après 7 ans, l'entreprise de Rockefeller est démantelée. La famille doit donc revendre ses actions en majorité et abandonner le contrôle de toutes ses filières. Cette entreprise fait de John le premier milliardaire américain, fortune qui serait équivalent, à l'heure actuelle, à 350 milliards d'euros. Donc l'homme le plus riche de tous les temps. Suite à cette mauvaise réputation acquise, les Rockefeller se tournent vers la philanthropie. Et John D. Rockefeller crée l'organisation Rockefeller au début du XXe siècle. Dons d'argent, d'œuvres d'art et reconstruction de bâtiments historiques, les Rockefeller font tout pour redorer leur blason. Et à l'heure actuelle, la famille reste dans les plus grosses fortunes du monde. Leur influence est moindre, mais John Davidson Rockefeller et sa dynastie auront marqué l'histoire américaine pour toujours. Si on fait un petit bilan, dans les commentaires, écris-nous ton résultat du combat Rothschild vs Rockefeller. N'hésite pas à t'abonner à tous nos réseaux et à laisser un petit j'aime pour nous soutenir. Nous espérons que la vidéo t'a plu, à très bientôt sur la chaîne, c'était Royal Media.